Avec RQQG, vous avez le champ libre. Vous savez, je vais vous confier quelque chose qu'en France, beaucoup de gens hésitent à dire en ce moment. J'adore les États-Unis. Alors non, je vais pas vous dire que élire un mania de la finance qui conseille de boire de la javel et qui est aussi écologiste que je suis portoricain, c'est bien. Non, c'est pas ça les États-Unis. En tout cas, ça se résume pas à ça. Moi, j'ai envie de vous parler de la culture américaine. On a tous une ou plusieurs images qui nous viennent en tête quand on pense au pays de l'oncle Sam. Ses paysages grandioses, son cinéma, les cow-boys, les indiens, les armes à feu, les gratte-ciels et j'en passe. Mais pourquoi parler de ce sujet à Bocage Festif, me direz-vous ? Eh bien parce qu'au cœur du Bocage Bourbonnais se tient chaque année une fête unique qui rassemble les passionnés de l'Amérique. Elle vous plonge en plein western et met à l'honneur un animal emblématique, le bison. Alors on enfile son chapeau, on prépare son 6 coups et on monte sur sa monture face à un magnifique coucher de soleil. Mais avant ça, jingle. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce... Auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble. Bocage Festif, Le podcast. Welcome dans ce nouvel épisode de la saison de Bocage Festif, toujours enregistré dans les locaux de la radio Quicangrogne à Bourbon-l'Archambault, canal 101 FM. Alors je suis Romain Ollier, responsable communication à la communauté de communes du Bocage Bourbonnais et animateur de ce podcast. Je ne vais pas vous le cacher, le sujet du jour me passionne particulièrement. J'ai eu la chance personnellement de visiter les États-Unis à 2 reprises. J'ai visité environ 11 États, aussi bien sur la côte ouest que sur la côte est. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'en parler avec 2 invités qui ont le même amour que moi pour ce pays. Bonjour Christelle. Bonjour Romain. Et bonjour Mathieu. Bonjour Romain. Alors Christelle et Mathieu Perron, donc vous êtes éleveurs de bisons. Ça, on va commencer tout de suite par poser le décor et on va parler de la fête des bisons. Entre autres, parce qu'on va parler aussi de la culture américaine qui se déroule chaque année à Rocles, ici en Bocage Bourbonnais. Mais avant, j'ai une question. On écoutait le bon, la brute et le truand. Christelle, est-ce que tu es le bon, la brute ou le truand ? Le truand. Ah, punaise. Ah non, tu me voles mon rôle. Alors du coup, Mathieu, toi, t'es qui ? Je suis le bon. Ouais. Je suis un gentil. Moi, je t'aurais mis méchant ou truand. Mais bon, c'est pas grave. Alors, avant de parler des détails de la fête, on va parler passion. Parce que, bon, vous êtes éleveur, faites une fête sur l'Amérique et les bisons, donc j'imagine que vous avez un amour pour le pays. Donc voilà, je ne sais pas du coup si tu veux commencer Mathieu. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un univers en fait, l'Amérique qui nous fait rêver, moi depuis tout petit. Alors, niveau culturel, voilà, ça a commencé par Yakari. Je vais pas te dire que j'ai fait éleveur de bisons parce que j'adorais ce... Voilà, mais ça a commencé par Yakari. Après, j'aimais beaucoup les westerns, tu vois, de Clint Eastwood et notamment le bon, la brute et le truand. Mais si tu veux, c'est un univers qui fait... Voilà, qui est sympa, qui fait rêver. Et puis, mais après, c'est un univers qu'on connaît peu finalement parce qu'on se fait une image de cette Amérique. Et je sais que pour la première fois, quand j'y ai été, moi pour un stage pour mes études, j'ai été confronté à la réalité de l'Amérique et de plutôt déçu. De toute cette divergence qu'il y a, que ce soit entre les gens, les images et tout ce qu'on pouvait tout ce qu'on pouvait imaginer de l'Amérique et qui finalement était un peu décevant, moi, de mon côté, quoi. Ouais, il y a l'imaginaire collectif qui fonctionne beaucoup, l'imaginaire du cinéma. Nous, Français, avons aussi un regard plutôt critique, quand même, par rapport, et très cliché par rapport aux Américains. Et c'est vrai que, voilà, comme tu le dis, ça ne se limite pas à ça. Oui, complètement. Et moi, ce qui m'avait choqué aussi, c'était Bon, alors j'ai été dans les grandes plaines américaines, au centre des États-Unis. C'est quel état ? Et c'était le Nebraska.
Ah oui, alors, Donc, État agricole. qui n'est pas forcément le premier qu'on va visiter. Tout à fait, mais c'était pour mes études. Et si tu veux, ce qui m'a déçu, c'est leur méconnaissance vis-à-vis en fait de nous, de l'Europe. Voilà. Bon, j'étais dans le milieu agricole, j'étais sur une exploitation agricole, ils avaient la télé, ils avaient l'eau courante et tout ça. Mais si tu veux, ils m'ont demandé de savoir si nous, on utilisait toujours les chevaux pour faire les récoltes, quoi. C'était en quelle année ? Eh ben, c'était en 2004. 2004 2004. Ah oui. Donc tu vois où on était. Alors, je me suis demandé à un moment si j'avais bien compris. Après, je me suis demandé à un moment s'ils rigolaient. Et en fait, non, pas du tout. Ils étaient sérieux, quoi. Punaise, ouais. Méconnaissance complète. En fait, pour eux, il y a l'Amérique et l'Amérique. Oui. Le nombrilisme, Voilà. mais ça c'est vrai. Mais après, Christelle va te dire qu'elle, elle n'a pas vu du tout la même chose parce qu'elle, elle a été dans des États beaucoup plus ouverts et c'était complètement différent. Et bien Christelle, alors du coup, parce que toi, tu as été dans... Moi, j'aborde le côté western un peu différemment parce que moi, je suis une passionnée d'équitation. D'accord. J'ai des chevaux à la maison, je monte en western. Voilà, moi, j'ai le côté équitation western qui me passionne, le travail des chevaux, le travail des cow-boys. Voilà. Ça, c'est vraiment une passion pour moi. Après, moi, j'ai eu la chance d'aller aux US, d'abord du côté New York, côte Est, et après passer 9 mois à côte Ouest en Californie, qui sont des États ultra ouverts. Enfin, c'est pas du tout le même style d'Amérique qu'on voit, ça, en fait. je confirme. Oui. Et moi, j'avais adoré. J'ai adoré la diversité, j'ai adoré le... Alors, c'est le pays des démesures, ça c'est clair. Oui. Mais c'est le pays de la liberté aussi, de beaucoup de liberté. Alors, avec les plus et les moins, hein, on entend. Quel coin de Californie ? J'étais à côté de Los Angeles. Ouais, j'ai fait Los Angeles, San Francisco. Après, j'ai pas mal bourlingué, mais moi, j'ai fait mon stage de fin d'études à côté de Los Angeles. D'accord. Dans une université là-bas. C'était cool, c'était plutôt cool. Ah ben oui, j'imagine. J'ai eu la chance d'aller 15 jours à Chicago. Enfin voilà, j'ai un petit peu bourlingué, mais sur des côtés qui n'étaient pas du tout l'Amérique profonde, entre guillemets, l'Amérique des campagnes, quoi. Oui, on pourrait parler... en parlant cliché d'Amérique démocrate ou d'Amérique, en tout cas des grandes villes américaines. Et c'est vrai que moi, pour voir par exemple Seattle ou Los Angeles, San Francisco, c'est des villes qui sont très ouvertes sur le monde. Et même, je pense que, tu vois, un état comme le Texas, qui est l'état du rodéo aussi, qui arrive encore à avoir une ouverture. Mais là, c'est vrai que des états comme le Nebraska ou des petits états comme ça, le Wyoming, l'Ohio, je pense qu'ils sont très... C'est des grandes exploitations déjà en plus. Oui, c'est ça. Très fermés sur eux-mêmes. Mais après, ce qui m'a impressionné aussi, c'était finalement... Bon, ils sont tous chez eux, ils restent chez eux. Hein, mais une grande solidarité. Tu vois, nous, on avait loué une voiture, un minivan entre Français. On avait fait un tour. Et si tu veux, un jour des 4 juillet, donc qui correspond au 14 juillet chez nous, tout est fermé. Voilà, c'est un jour férié chez eux, fête nationale. Et ben, on est tombé en panne. Et grande solidarité, et au bout de 5 minutes, il y a un Américain qui s'est arrêté, un deuxième, un troisième, un cinquième. Enfin, ils étaient tous à essayer de nous trouver une solution. Ils nous ont repéré notre voiture et on a pu repartir grâce à eux, quoi, parce que sinon on était paumés au milieu de nulle part et on était en difficulté. Ouais. Ça, mais je te crois complètement. Et Christelle, tu as dû vivre aussi ce genre de choses quand... Tu t'es perdu en ville. Tu ouvres une carte, il y a 10 Américains qui viennent t'aider. Ouais. C'est français. Oui, ils tournent la tête. Tu fais ça à Paris, tu cherches pendant longtemps. Bon, on prend la carte. Ok. Du coup, je reviens sur vos expériences. Est-ce qu'il y a, parce que je vais faire le parallèle avec votre exploitation aujourd'hui, est-ce qu'il y avait un lien à l'époque avec l'élevage de bisons? On était sur des élevages de chevaux. Enfin, toi, j'imagine de chevaux, forcément. Mais moi pas encore. C'était vraiment dans nos études agricoles générales et moi j'étais vraiment à essayer d'apprendre quelque chose, d'aller au pays. Pour moi, l'agriculture aux États-Unis, c'était techniquement en avance, technologiquement en avance, avec déjà les premiers GPS, les premiers guidages, les premiers Oui. Et on doit être très en recul peut-être à la. Et grosse déception, mais voilà. Ah oui. Pas grave. D'accord aussi. Ah ouais, c'est ça. C'est pays de la démesure avec pas de réflexion au niveau des interventions culturelles, au niveau du travail du sol, du travail des terres, de l'environnement certainement pas. C'est quoi l'environnement déjà? Et voilà, non, mais même au niveau... tu vois, nous en France, nos exploitations, on a des chars à foin. Quand on va faire... on met au moins 15-20 bottes sur un char à foin. Ouais. Eux, ils me faisaient faire du foin à 35 km. Et j'avais une petite remorque qu'ils avaient bricolée, je mettais 5 bottes de foin dessus et je faisais les allers-retours toute la journée. Toute la journée avec un 300 chevaux, donc un truc qui pourrait en emmener 10 fois plus, et avec une petite remorque avec 5 bottes de foin. J'avais l'impression qu'ils m'occupaient, que c'était mon petit manège, mais
Oh là là. Ouais, compliqué. Mais bon, apparemment, c'était monnaie courante là-bas. Et c'est vrai que je croisais des gens et je voyais que c'était... Voilà, il n'y avait pas de réflexion derrière spécifiquement sur le gain de temps, sur le pays producteur de pétrole. Voilà. La voiture, C'est ça. l'importance de la voiture en tout cas. Et du coup, pour parler un peu aussi de votre histoire personnelle, vous êtes revenu donc en France. Après, je sais pas votre histoire personnelle à vous deux, mais du coup, vous avez en quelle année a commencé l'élevage de bisons justement Et donc, nous, on a terminé nos études en 2004, D'accord. chacun de notre côté. Et on a travaillé chacun de notre côté dans des sociétés para-agricoles, donc du monde agricole, parce que nos études étaient dans le milieu agricole, mais moi j'étais plutôt dans le machinisme, dans le commerce marketing, et Christelle dans tout ce Dans les qui petites est... graines. Dans les graines, dans les semences. Ouais, dans les semences, ouais. Je travaillais chez Limagre. Voilà. D'accord. Et voilà, on a vécu pendant 8 ans ces expériences professionnelles, enrichissantes. Mais après, on arrive à un carrefour de vie où tu te dis, faut qu'on arrive... si on construisait quelque chose, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. On n'avait pas d'enfants, pas d'accroche, et on s'est dit, allez, pourquoi pas se lancer dans une aventure, et voilà. Et en 2012, on s'est installé. Et Mais donc- ça a duré un moment. On a été visiter des éleveurs de bisons au Canada, parce qu'on a aussi fait le Canada, Ouais. grosse partie du Canada. Et voilà, on a construit notre projet petit à petit, mais dans l'optique de s'installer pour faire du bison. Ici ou au Canada du coup? Alors ici, non, Ici, on ouais, voulait en l'ancrage Australie. était ici malgré tout. Voilà. Ouais. On D'accord. a été là-bas parce que c'est les pays, le Canada, les États-Unis, c'est le pays du bison. Donc on a été là-bas pour se renseigner, pour voir comment ils faisaient et puis pour voir comment on pouvait faire chez nous. Puis on a en visité aussi en France, on en a quelques élevages en France. Et puis, Et qu'est-ce qui... parce que du coup, élever du bison, c'est quand même un parti pris. Ah oui. Voilà, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a amené justement à un moment, quand vous avez décidé de faire votre élevage, de vous orienter sur ce type d'élevage d'animaux sauvages en plus? L'idée, c'était de se dire, en fait, je suis parti d'un principe, c'est que moi, avec mon métier, j'avais une responsabilité plutôt internationale. Je voyageais beaucoup, je voyais beaucoup d'agriculture. Et je voyais qu'en fait, en France, si tu veux, après avoir voyagé, en France, on avait, d'un point de vue technique et technologique, on avait la meilleure agriculture. C'est-à-dire que maîtrise des sciences agricoles, maîtrise des génétiques, que ce soit production végétale, production animale. On avait vraiment la meilleure production, c'est-à-dire une réflexion sur à la fois pas de l'intensivité, pas de l'extensif à outrance parce qu'on n'a pas les terrains, mais respect, si tu veux, des paysages, respect du sol des animaux, de la production, avec des habitudes, si tu veux, ancestrales, où aujourd'hui on continue à faire avec des techniques agricoles qui marchent très bien, mais on continue à s'appuyer sur un historique, un passé des sciences agricoles, et en fait tu le retrouves pas nulle part en fait. Oui. Que ce soit en Europe du Nord où j'ai été voir, où j'avais la responsabilité de marché de tracteurs agricoles, en Europe centrale, Russie, Ukraine, même en Turquie ou en Italie, voilà, j'ai été voir plusieurs agricultures, je voyais, et en fait malgré cette maîtrise des techniques et technologies, tu vois qu'au niveau agricole, on n'y arrive pas. C'est très dur. Même les gens qui s'installent dans le cadre familial, c'est très compliqué. Et voilà, et je me suis dit, bon, j'avais cette passion agricole, mais je me disais, voilà, si tu vas te lancer, tu vas pas y arriver, tu vas pas être meilleur que les autres, et je vois pas pourquoi toi tu y arriverais mieux que les autres. Donc c'était de se dire, plutôt que de me lancer et essayer de faire ce que font les autres très bien et qu'ils n'y arrivent pas, je me suis dit, voilà, il faut que tu arrives à soit ne pas être dépendant en fait d'achats agricoles, soit essayer de maximiser et d'optimiser tes ventes agricoles, donc essayer de pousser le plus loin possible la vente de ton produit pour limiter les intermédiaires, parce que finalement l'agriculture est bloquée en aval des gens qui sont autour de l'agriculture et qui te vendent les produits, donc que ce soit les engrais, les semences, le matériel agricole dont je faisais partie, à des certains prix, à certains niveaux. Au-dessus de toi, tu as une réglementation qui t'oblige à suivre des choses. Donc réglementation, par exemple, sur les normes des bâtiments, sur des pollutions, sur les choses comme ça. Et après, en aval, donc il y avait la montagne, et l'aval où tu as les ventes. Et là, tu es dépendant en fait d'intermédiaires qui sont là et qui t'achètent ton produit, qui vont le revendre. Mais finalement, toute cette richesse que tu as dans ta production, la richesse que tu as créée dans le produit que tu as élevé, que tu as créé et que tu as pris tous les risques, finalement...
Les autres en bénéficient et la valeur ajoutée est plutôt part dans les filières. Part dans les filières, ouais. Donc en fait, l'idée c'était de me dire, voilà, tu te lances il faudrait arriver à se lancer dans une production où tu puisses vendre par toi-même ton produit, aller jusqu'au client final si possible, et pour limiter le nombre d'intermédiaires. Limiter les intermédiaires, donc du coup les commissions. Et après, j'avais le choix soit de partir sur une production qui est déjà existante, faire du bovin, de l'ovin ou du poulet ou tout ça, ou partir sur une... Mais après, je me disais, j'avais pas de valeur ajoutée à partir sur une production où il y a déjà des gens qui font déjà très bien leur métier et qui existent déjà et qui ont déjà un potentiel de client. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partir sur une production où finalement, il y a peu de gens qui sont installés, il y a du potentiel parce que le bison, c'était une viande de qualité, pauvre en cholestérol, riche en fer, riche en protéines. Donc, je me suis dit, peut-être qu'à l'avenir, les gens allaient manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Et donc... Il y a eu le déclic, ça a été un livre, en fait. Mathieu, qui n'est pas un grand lecteur, quand même, a quand même lu non, mais il a lu un bouquin sur un éleveur américain qui s'appelle Dan O'Brien. Exact, tu m'en avais parlé de ça. C'est quand même le déclencheur de cette histoire, en fait. Et qui, lui, était éleveur de bovins, là-bas. Il n'est pas qu'écrivain, il était éleveur de bovins. Et puis aux États-Unis, et qui a changé son élevage pour l'élevage de bisons. Et qui explique à travers ce bouquin, à peu près, toute l'histoire du bison, l'histoire des grandes plaines avec les bisons, et voilà, c'est passionnant. Il a fait plusieurs bouquins, mais là, celui-là, c'était le Wild Buffalo, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Bref, il était super, voilà. Donc un jour, il revient en me disant, je veux faire ça. Je l'ai traité complètement fou, je l'ai complètement malade. Et puis finalement, je me suis intéressée, parce que on a quand même cette culture américaine qui me plaisait beaucoup, et c'est vrai que c'est passionnant. Et donc là, on a commencé à aller voir d'autres éleveurs et à se renseigner et à trouver que... Voilà. Moi, j'aurais adoré vivre à l'étranger. Et il se trouve que la vie a fait que je n'ai pas vécu à l'étranger. Mais c'est ça, on l'a amené chez nous, du coup. C'était une façon de l'amener chez nous aussi, quoi. Alors, avant qu'on fasse une petite pause musicale, j'ai une autre question. Alors, je sais que c'est une question assez large, donc si on peut faire une réponse assez concise, c'est quels sont... Alors, attends. Ça va être compliqué pour toi, Mathieu. Mais... en gros, quelles sont les normes, les obligations quand justement on élève? Alors tu m'avais parlé notamment au niveau du matériel. Faut savoir un truc, je me permets de le dire, c'est qu'on peut pas s'approcher de l'animal, par exemple. Oui. C'est pas comme une vache ou voilà. Et ça, c'est des choses que nous qui ne baignons pas dans ce métier-là. On se dit, bon, un bison, ça. Ben non, c'est avant tout un animal sauvage déjà. C'est un animal sauvage. Et en plus, c'est vrai que comme tu disais, il faut y aller en quad. Voilà, toutes ces choses, même les machines qui sont différentes. Oui, tout à fait. Donc, alors, la particularité du bison en France, c'est qu'il a à la fois la réglementation bovine, c'est-à-dire que c'est un bovin, donc il faut qu'on ait un bouclage, une identification, il faut qu'il y ait une prophylaxie annuelle, donc il faut qu'on attrape tous les animaux de plus de 2 ans et qu'on leur fasse une prise de sang. Ok. Et ensuite, il faut qu'ils passent obligatoirement par un abattoir à leur fin de vie. Donc ça, c'est la réglementation bovine. Mais en plus, ces animaux sont considérés comme de la faune sauvage détenue en captivité, animaux dangereux. Donc l'éleveur doit avoir un certificat de capacité, c'est une autorisation que te donne la préfecture, tu montes tout un dossier et tu prouves à l'administration que tu es capable de gérer et de t'occuper de ces animaux. D'accord. Et donc par des justifications de stage. Et ensuite, ton élevage est soumis à une autorisation d'ouverture de la part des services préfectoraux. Et donc là, il faut que tu suives un décret du ministère de l'Environnement qui régit l'élevage de bisons en France. Et donc, c'est des clôtures d'1,80 m minimum. C'est un système de contention adapté pour pouvoir attraper, isoler et traiter les animaux. Et qui ont un coût aussi supplémentaire. Qui a un coût supplémentaire. Par rapport à un élevage peut-être standard. Tout à fait. Ouais. Très bien. Bah écoutez, ce que je vous propose, maintenant qu'on connaît le lieu, on va parler de la fête. Mais avant, on va faire une petite pause musicale, d'une musique de votre choix. Et donc, on s'est arrêté sur Toes, chanson de Zac Brown Band. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Well, a plane touched down just about 3 o'clock and the city's still on my mind.
Bikinis and palm trees danced in my head. I was still in the baggage line. Concrete cars, oh, they own prison bars like this life I'm living in. But the plane brought me farther. I'm surrounded by water and I'm not going back again. I got my toes in the water, ass in the sand. Not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Adios and via con Dios. Yeah, I'm leaving GA. And if it weren't for tequila and pretty senoritas, I'd have no reason to stay. Adios and via con Dios. Yeah, I'm leaving GA. Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one and grab my guitar and play. Days flew by like a drunk Friday night as the summer drew to an end. They can't believe that I just couldn't leave, and I bid adieu to my friends. Cause my bartender, she's from the islands. Her body's been kissed by the sun, and coconut replaces the smell of the bar, and I don't know if it's her or the rum. I got my toes in the water, ass in the sand. Not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Adios and via con Dios. A long way from GA. Yes, and all the muchachas, they call me Big Papa when I throw pesos their way. Adios and via con Dios. A long way from GA. Someone do me a favor and pour me some Jaeger, and I'll grab my guitar and play. And via con Dios. Going home now to stay. The senoritas don't care when there's no dinero. Yeah, I got no money to stay. Adios and via con Dios. Going home now to stay. Just gonna prop up by the lake. Put my ass in a lawn chair, toes in the clay. Not a worry in a world of PBR on the way. Life is good today. Life is good today. Avec RQQG, vous avez le champ libre. Et merci pour ce petit moment d'Amérique. Vous êtes toujours sur Bocage Festif, enregistré dans les locaux de la radio Kick en Grogne. Alors on va parler un petit peu de la fête des bisons, parce qu'on a parlé de l'élevage, de la structure, de l'animal en lui-même. On reviendra peut-être dessus un petit peu plus tard d'ailleurs. Et j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de cette fête. Alors, quand est-ce que c'est né? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors déjà, l'idée de la fête, c'était de créer un événement autour de notre élevage, puisque en fait, on s'est vite rendu compte que si vous voulez, notre production est très atypique en France. Ce n'est pas dans notre culture à la fois de consommer de la viande de bison. On y pense peu, on ne sait pas trop comment la cuisiner. Et l'idée, c'était vraiment de communiquer autour à la fois autour de nos animaux, de notre élevage, et aussi du monde américain à travers ses multiples facettes. Voilà. Donc on a créé donc à peu près en 2015. On a créé une association qui s'appelle ADBCNA, donc c'est Association de découverte des bisons et des cultures nord-américaines. Heureusement que vous avez mis un acronyme. Ah ouais, n'est-ce pas, hein? Oui. Donc c'est un peu long, mais on voulait regrouper à la fois
bon, le côté bison, c'est sûr, mais aussi vraiment communiquer sur cette culture nord-américaine qui regroupe de multiples facettes et qui est passionnante quand on s'y plonge, avec de nombreux auteurs dans les littératures qui ont parlé, raconté plein d'histoires sur à la fois les conquêtes de l'Ouest. On le disait très bien hors antenne. Tu prends l'animal, alors tu parlais d'un reportage qui a été diffusé sur Arte, on peut retracer l'histoire des États-Unis, même avant l'arrivée des premiers colons, à travers l'animal. Tout à fait, ouais. C'est une vraie encyclopédie des États-Unis. Exactement, oui. Et le bison, donc à l'origine, lui, était originaire d'Asie centrale. Et au niveau des glaciations, quand les détroits de Bering étaient glacés, des bisons sont passés de l'autre côté et ont évolué complètement différemment. Et les bisons qui sont restés en Europe ont été pourchassés par les humains. Et donc, en fait, se retrouver un peu réfugiés dans les forêts du nord de l'Europe, entre la Biélorussie et la Pologne. Et finalement, ont vécu un peu prostrés et sont peu développés, finalement, parce qu'ils étaient beaucoup chassés. Alors que l'Américain, lui, a évolué, aux États-Unis, vu qu'il y avait des grandes plaines, peu de prédateurs, ils ont évolué et on s'est retrouvé à avoir des millions d'individus. Et quand les premiers colons sont arrivés et qui décrivent la sensation en fait d'arriver sur des millions et des millions d'animaux qui sont au même endroit et voilà, quand on retrace la littérature, il y a vraiment des très beaux ouvrages là-dessus. Ouais. D'accord. Il reste des bisons encore en Europe ? Alors oui, il en reste quelques-uns, notamment dans les forêts de Białowieża, qui sont entre la Biélorussie et la Pologne. Donc c'est un animal qui est forestier, qui est protégé, qui est une espèce en voie d'extinction et qu'on protège dans des réserves naturelles. D'accord. Je voulais juste, pour ma culture... donc du coup, l'association est créée en 2015. En 2016, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Première édition. Oui, première. On a fait ça autour d'un repas. C'était la première édition, c'était beaucoup sur le repas à base de bison. Et puis après, on a commencé à se développer sur la chanson country. On a invité un chanteur country, c'est les années qui ont suivi. Et puis après, on a développé un petit marché de producteurs parce qu'on est aussi très attaché à notre bocage, à l'histoire locale, quoi. Donc on est assez attaché à ça. Donc tout ce qui est producteurs, artisans locaux. Maintenant, on arrive à avoir une 50aine de personnes. Que vous êtes aussi. Exactement. C'est aussi ça. On fait partie de ce milieu-là, ce petit milieu, oui, qui est important pour nous. Les animations donc s'ajoutent à chaque fois. C'est ça. Et là donc je nous projette déjà cette année, en 2024. C'est à la journée. Oui. Faut le signaler. C'est ça. C'est le dimanche. C'est ça. Deuxième dimanche de septembre. Et voilà. Il me regarde Mathieu si je dis pas de conneries. et donc du coup alors quelqu'un qui vient à la journée, expliquez-moi, est-ce que c'est payant, gratuit? Alors, pas du tout, c'est entièrement gratuit. L'idée c'est que les gens passent un bon moment, c'est très familial et c'est très centré là-dessus. Donc il y a un marché de producteurs où les gens peuvent découvrir des productions locales, artisans locaux. Et puis après, on a le chanteur country qui était toute l'après-midi, mais cette année on a eu 2 troupes de danseurs, une démonstration le matin, une démonstration l'après-midi. Et ils sont très très conviviaux, c'est très sympa. Parce qu'on a eu du tir à l'arc, des démonstrations de tir à l'arc, parce qu'on a une association de tir à l'arc de chasse de Troncet. Donc est venue faire tirer les gens et puis faire connaître un peu leur façon de... Leur sport. Leur sport, ouais. On a le lancer de hache qui a beaucoup plu. Ah, c'est bien ça. C'est hyper drôle. Bon, puis après, on a des jeux pour les enfants, on a des jeux gonflables, comme ça les enfants restent, passent un bon moment et les parents peuvent en profiter. Et les jeux gonflables sont gratuits, donc les parents... Et t'as pas dit, il y a des cow-boys qui se tirent dessus. Il y a des cow-boys, et voilà. Il y a des animations, on essaye de faire, et puis ils sont accueillis aussi au départ par des chevaux. On a des cavaliers, on a des copains qui sont cavaliers et qui accueillent les voitures, les font garer à cheval. Et habillés en cow-boy. Habillés en cow-boy. Et le cow-boy notamment, qui a le drapeau et qu'on voit beaucoup, est un vrai cow-boy, dans le sens où il est éleveur, à côté de Sérilly. Et il travaille ses vaches à cheval, uniquement à cheval. Donc c'est un vrai de chez nous. Vrai, quoi. Ah oui. D'accord. Donc ça lui fait extrêmement plaisir de faire cette journée, mais c'est un vrai cow-boy. Et lui, il fait pas une fête Non. Dommage. Et donc du coup, on a pendant une journée, c'est comme ça que vous le vendez très bien, c'est une plongée dans le western. C'est ça. Même la buvette est habillée en saloon. Tout à fait.
faut le signaler quand même. Un bon travail. L'idée, voilà, c'était, bon, c'est sans prétention, hein, mais l'idée c'est de créer un décor. Donc même quand on arrive, on est garé sur le parking, mais après quand on arrive, on voit pas l'intérieur de la ferme. On a mis des palissades tout autour pour que les gens, quand ils rentrent, ils soient plongés dans cet univers. Donc voilà, c'était l'idée et le petit clin d'œil. Et donc chaque année, on essaye de faire de nouvelles activités, de nouveaux. De nouvelles découvertes pour que les gens se lassent pas, quoi. Oui. On ne dise pas ouais, j'ai déjà été l'année dernière à la fête des bisons, il y a 2 ans aussi c'était la même chose, bon ça va. Et en fait on veut pas lasser les gens, on veut que les gens passent un bon moment et que les gens se lassent pas, donc il faut être créatif dans les attractions et voilà, et ça se passe super bien. On fait des rencontres super sympa. Par exemple, le club de lancer de hache et de couteau, c'est des gens qui viennent de Lyon. Donc c'est un club de Lyon, tu vois, qui vient jusque chez nous. Et ils sont très contents. Et voilà, on les a rencontrés par un ami aussi qui est coutelier et qui nous les a fait rencontrer. Et c'est des gens charmants, super sympas, et on passe un très bon moment. Ouais. C'est une chouette idée. En plus, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, même au niveau des bars. Donc voilà, c'est une très bonne idée. Il y avait une exposition de voitures aussi. Oui, des voitures américaines, ouais. Des motos aussi, on regroupe des passionnés de la belle mécanique sur cet événement aussi. Et donc voilà, donc chaque année ça change. Donc Parce que c'est vrai que, on avait pu le voir sur les photos de l'année dernière, je l'avais vu. C'est les États-Unis, c'est aussi le cinéma, c'est aussi des voitures emblématiques. Donc c'est vrai qu'on avait, il y avait certaines ou même des voitures de police par exemple, voilà, c'est les voitures des années 80. Ouais, tout à fait. Et donc on a en France on a des gens qui sont passionnés de vieilles voitures américaines et qui s'investissent dans des clubs. Donc là on a eu plusieurs clubs. On avait des gens des clubs de Bourbon qui étaient là, de Rétromobile. Ah oui, Rétromobile. Il y en a qui ont des voitures, qui ont des voitures américaines dans le club. Tout à fait. Mais après, il y en a d'autres qui venaient de Nevers, tu vois. Et puis voilà, c'est sympa, c'est bonne ambiance et ça permet de découvrir de nouveaux modèles. Et c'est toute une culture aussi. Hein, les voitures américaines, c'est presque infini, hein, parce que ils sont très. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, la voiture américaine, c'est quelque chose aux États-Unis. La voiture en général, mais la voiture emblématique, oui, tout à fait. C'est un personnage même à part, souvent dans les films. La danse country, ça c'est quelque chose en France qui en plus a vraiment pris de l'ampleur depuis 20 ans. Mais du coup, il me semble qu'il y a une initiation de danse country. Oui, il y en a 2. Il y a 2 troupes. Cette année, il y a eu 2 troupes de danseurs. L'après-midi et le matin, il y a le Far West Company et une troupe de danse. Smoky Boots de Bourbon. Qui sont à Bourbon et Moulins maintenant, je crois. Très bien. Je trouve que ça concentre quand même. Alors, même si ça reste des clichés d'un certain côté, on arrive quand même à regrouper quand même pas mal d'imaginaires américains. Ouais. Ce qui permet aussi de mettre en valeur l'animal que vous élevez, puisque donc les gens peuvent se promener le long des clôtures pour admirer l'animal. Et c'est vrai, comme on le disait, c'est que cet animal-là, c'est un emblème. Et il emmène aussi... alors, il y a le cliché du Far West, mais il y a aussi tout cet imaginaire, ce spiritisme autour de l'animal. Est-ce que c'est quelque chose que vous véhiculez, que ce soit dans la fête ou même d'ailleurs dans votre élevage de tous les jours? Parce que c'est vrai que quand on élève des bisons, je pense qu'il y a une place de respect en plus souvent de l'animal, de la force de l'animal. J'allais en venir. En fait, si tu veux, nous on s'est lancé en fait dans cet élevage. On a un total respect avec cet animal. Et les Amérindiens, eux, donc puisqu'ils chassaient cet animal. Et le remercier en fait d'avoir donné sa vie pour eux et pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Nous on essaye aussi par cette philosophie-là, à la fois dans le respect de l'animal, c'est-à-dire qu'on depuis sa naissance on limite le stress, on limite forcément c'est un élevage donc forcément on intervient, mais on limite en fait les interactions avec eux. On évite le stress, on essaye au maximum de les laisser dans leur état naturel, de leur apporter le soin qu'il faut quand il faut, ce qui n'est pas évident, parce que c'est vraiment des animaux où tu ne peux pas décider, tiens, je vais faire un vaccin, parce que c'est un bovin.
Donc il Oui. attrape les mêmes maladies que les autres bovins. Il y a, dans oui, la c'est ce que région. j'ai demandé. Il y a des maladies justement mortelles, voilà, Tout à fait. Ouais. qui sont les mêmes. Oui, c'est ça. Ah mince. Oui. D'accord. Et donc après, si tu veux, une fois la vie effectuée et qu'on réalise la récolte, tu vois, je parle de récolte, c'est-à-dire que en fait, on essaye de, je sais pas comment qualifier ça, mais on essaie. Le respect de l'animal, c'est d'essayer de ne pas gâcher. Donc on essaie d'optimiser à la fois la vente de viande, mais aussi pour le remercier et éviter de gâcher, on essaye de travailler en fait le maximum de choses qui proviennent de l'animal. Donc on essaye de travailler les peaux, par exemple, c'est assez compliqué, et de trouver des tanneurs qui veuillent bien... qui veulent bien arriver à tanner les peaux, les cornes aussi, on essaie de récupérer les cornes pour les travailler, soit sous forme de matière première pour faire des couteaux ou des choses comme ça. Et il y a tout on a vraiment cette volonté d'optimiser la production de l'animal, enfin de son état corporel, et essayer d'optimiser cette production pour pas gâcher, quoi. Est-ce que le rapport des gens par rapport au fait de l'animal... Alors, nous, en France, c'est vrai qu'on est des consommateurs de bovins, sans problème. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des gens qui ne comprenaient pas, justement, le fait d'élever des bisons, qui sont un animal sauvage, qui peuvent être, comme tu le disais, en Europe, en voie de disparition, en voie d'extinction, pardon. Ouais. Alors, la voie d'extinction du bison européen, alors c'est pas la même espèce, hein, donc oui, on est ça, sur c'est le bison américain, ouais. Voilà, deux cousins différents. Après, je sais on a eu des gens, par exemple pour la fête des bisons, qui trouvaient qu'on était un élevage de bisons et qu'on orientait trop notre fête sur le côté cow-boy western et pas assez du côté amérindien. Oui. Et donc considérer que pourtant le bison était l'emblème plutôt des Amérindiens. C'est là où je voulais en venir, justement, l'ambiguïté toujours et que on orientait trop notre... C'était une remarque qu'on nous a fait, parce que forcément, tu sais, on communique sur Internet, et forcément, le fait de communiquer sur Internet, on se retrouve confronté à des gens qui viennent de très loin et qui ne nous voient pas, qui ne savent pas comment on élève nos animaux et tout ça, qui vont tout de suite se permettre de juger notre façon de travailler, notre façon d'être, voilà. Donc il y a beaucoup, c'est vrai qu'on a des gens chaque année qui nous reprochent à la fois de tuer des animaux comme ça emblématiques, ou de pas respecter l'histoire américaine, avec le fait que le bison, c'est plus on devrait plus communiquer côté indien et amérindien que communiquer du côté de cow-boy, qui sont Oui. Parce que on en parlait tout à l'heure, Christelle, cette histoire de tuerie, dans les années, notamment au 19e siècle, avec les extensions. Les grains, l'animal était menacé d'extinction parce qu'il fallait faire passer le passage du train, et il était tué par milliers de milliers. Merci Buffalo. C'est ça, merci les cow-boys pour le coup. Mais après, ce qu'on explique aussi, c'est que l'élevage a permis de sauver ces animaux. En fait, c'est les réponses que je fais souvent aux gens qui nous reprochent de tuer cet animal, c'est que l'élevage a permis de sauver ensuite. Ils ont bien exterminé là-bas pour diverses raisons. Le train, affamer les Amérindiens, les belles fourrures en Europe, etc. Il y a eu pas mal de raisons. Mais après, les éleveurs, des éleveurs américains, dont Dan O'Brien faisait partie aussi, qui ont pris ça en disant non, on ne peut pas les exterminer. Donc, ils ont commencé à les réélever. Oui. Donc, c'est l'élevage qui a sauvé l'animal. Hein. Donc, voilà. Donc au niveau du globe, tu vois, au niveau de l'échelle de la planète, aujourd'hui, on est... donc il n'y a que 25 000 individus dans les réserves naturelles, et il y en a 85 000 dans les élevages. Dans les élevages, oui. Donc pour te montrer qu'il y a beaucoup plus d'animaux dans les élevages que dans les... Surtout à l'heure actuelle. Donc l'élevage et le monde agricole est soulevé par de nombreuses questions, que ce soit environnementales, de consommation, de surconsommation aussi. Et c'est important ce que tu dis, souvent l'intervention de l'homme sur l'animal n'est pas toujours justement peut permettre la protection. Un animal aux États-Unis qui vivrait, comme tu dis, à l'état sauvage, je ne sais pas si les espèces seraient encore là.
Oui, non, probablement Surtout avec pas, un en Trump au fait. pouvoir. Oui, non, les éleveurs, s'ils les avaient pas sauvés, je pense qu'ils auraient fini de les exterminer. Clairement, hein. Ils en étaient à un tel peu de nombre de population quand ça s'est arrêté, enfin, quand ils ont essayé de les redynamiser. Non. Bon, alors moi, qui connais votre exploitation, je rassure justement les auditeurs. C'est vraiment... Alors déjà, c'est joli. Vous avez une très jolie exploitation. C'est vrai qu'il y a ce dépaysement. On est pas en Auvergne, on pourrait être dans un ranch aux États-Unis, et il y a un vrai respect. C'est vrai qu'il y a un vrai respect de l'animal. Animal que d'ailleurs, si vous traversez le bocage, vous pouvez entreapercevoir, même en traversant de la route, vous pouvez. Donc ça, il y a aussi un peu de tourisme qui se mêle à tout ça, et c'est très dépaysant, et on ressent cet amour et ce respect, ce que tu disais Mathieu, de l'animal quand vous en parlez. Je vous propose une autre pause musicale, un morceau toujours donc que vous nous avez proposé, Take Me Home, Country Roads. Alors j'ai pris la version originale parce qu'il y avait plein de versions, et j'ai pris la version donc de John Denver. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning hours, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads, take me home, country roads, take me home, country roads. Avec RQQG, vous avez le champ libre. Nous voici de retour donc sur le podcast Bocage Festif, toujours enregistré à la radio Quicangrogne. Alors, je vous propose un jeu. En plus, vous êtes tous les deux, mari et femme, c'est obligé, je pose un duel. Le Far West. Les États-Unis, c'est avant tout aussi du cinéma, et je vais tester votre culture ciné. T'as une bonne culture ciné, toi, Mathieu ? Pas trop. Pas trop ? Oula, Christophe, je sais pas. Eh ben, c'est le moment de savoir. Je vais vous donner des répliques de films. Alors, c'est des répliques cultes. Hein. Vous devez me dire si, selon la question, soit je vous demanderai c'est dans quel film, soit de compléter la réplique
soit de me dire quel personnage ou quel acteur. D'accord ? Et je compte le nombre de points. Comme ça, ce sera plus simple pour ce soir, pour se vanner. Alors, question numéro 1. Dans quel film peut-on entendre ce personnage dire, donc il faut me trouver le film, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Forrest Gump. Forrest Gump. Ah oui, alors rapidité, donc là je suis obligé de compter. Je laisse pas répondre avant quand même. T'as laissé un peu d'avance. Je te laisserai la prochaine. Alors là, j'ai besoin de l'acteur. Quel acteur dit cette phrase dans le film Le Parrain ? Je veux pas de représailles. Je l'ai jamais vu ce film, donc je pourrais pas te dire. Qui ne veut pas de représailles ? Dans Le Parrain, Dans Le Parrain. moi je tente De Niro. Et non. Non. Al Pacino, c'est l'autre, non? Et non, c'était l'autre. C'était Marlon Brando. C'est le père, en fait. Après que son fils soit tué. Dans quel film entend-on ce personnage dire « J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti ». Bon, Idée. Je passe. c'est pas un film d'amour. Ça, je m'en doute. Alors, c'est dans Le Silence des agneaux. Ah, bah j'ai failli le dire, tu vois, mais... Ça te parle ? Ah, je pense Film que... sur le tueur en série avec Si, le oui, masque. ça me parle, Ça mais te parle, après, hein je t'ai jamais vu. Ah, si, moi je l'ai vu. mais- Alors, vous avez déjà vu Les Dents de la Mer ? Ok. Que suggère Martin Brody, donc c'est le héros, le shérif de la ville, en voyant la taille du requin ? Je passe. Une Je l'ai- idée ? Je l'ai pas vu, moi. Tu l'as pas vu ? Non. Un plus gros bateau. Non, il me faisait trop peur, moi, sous l'eau, ça... Non. Ah bah, ça a été un vrai trauma pour tout le monde, Voilà. ce film. Apollo 13. Que dit Tom Hanks à ses supérieurs pour indiquer une avarie ? La phrase est connue. J'avais un problème. Non. Tu es presque. si. C'était. Houston. Ouais. C'est Houston, nous avons un problème, là? Exactement. Ouais. Point pour Christelle. Dans quel film on entend un personnage dire « Vous ne passerez pas ». Ha. C'est un vieux mec avec un bâton. Ah ah. Il y a 3 films même. C'est un film en 3 volets. Il dit ça face à une espèce de créature magique. Je vous en dis beaucoup là. Seigneur des Anneaux? Oui. Ah, tu l'as pas vu, non? Si, je Ah, l'ai tu vu. l'as vu. Si, mais tu vois, je me souviens pas de la réplique. Question facile. Dans Retour vers le futur, le doc ne dit pas nom de Dieu, mais nom de... Ah, Un nom de Zeus, non? nom de Zeus. Ah oui. Elle a pris de l'avance. Ouais, mais alors moi Tu je l'avais l'ai vu, mais pour le coup, je crois que Mathieu l'a jamais vu. T'as jamais vu Retour vers le futur? C'est pourtant culte. Pas la télé. Ah. Ouais, mais depuis les années 80. Faut que tu le rattrapes avec tes enfants. Ah, ouais. Ah ouais. Oui. C'est culte. C'est culte, en effet. Dans quel film un condamné à mort répète cette phrase de nombreuses fois dans le film ? Vous savez, patron, je comprends pas grand-chose. La ligne verte. Ah. Alors, t'as vu La Ligne Verte, mais t'as pas vu Retour vers le futur. Bon, j'avoue, La Ligne Verte, très grand film aussi. Dans quel film entend-on cette réplique culte « Hasta la vista, baby » ? Film des années 80. J'en sais rien. Je connais la réplique, mais... Avec Schwarzenegger. C'est le robot, là. Il tire, il fait. Terminator. Ah. Là, il a pris de l'avance. Et qui prononce cette phrase dans le film Titanic, « Je suis le roi du monde » ? Léo. Léo. Je vous le compte à tous les deux. Ce qui me semble être une égalité, normalement. Tu as un Ouais, point de plus. je pense. Je crois que ça 4 à 3. Mm. Bravo. Ouais. Bravo. Mais il va falloir que tu rattrapes ton retard quand même sur Retour vers le futur. Hein. Ah, Et je gagne quoi? Le droit de Van et Christelle. sur ta culture. Alors, on revient sur la fête. J'avais une question. Selon vous, est-ce que les gens, vous ressentez, comment vous ressentez, est-ce que les gens sont attirés justement par cette culture américaine quand ils viennent à la fête? C'est une curiosité, comment vous le ressentez ça? Alors moi je pense que c'est une curiosité, c'est une envie de s'évader aussi. Alors on le fait aussi dans cet esprit, hein. C'est aussi pour donner un peu l'histoire d'une journée, l'envie aux gens de s'évader, de quitter le bocage et de se retrouver dans le bocage américain. Je pense alors il y a des vrais passionnés, hein. Il y a des vrais passionnés de danse country qui viennent. Ça c'est vraiment des gens qui sont passionnés, des gens qui sont passionnés de voitures américaines. Ouais. Et puis il y a une partie de gens qui sont très passionnés par ce monde-là. Et puis une partie de gens qui ont juste envie de passer un bon moment en famille. C'est convivial,
Entre amis, oui. Ça, Le c'est convivial, dépaysement, en fait, le aussi, dépaysement, ouais. et puis voilà, le fait de passer un bon moment. Puis on le fait dans cet esprit. Hein. Et puis, vous attirez tout type de population, là, justement. Je parlais hors antenne, justement, vous avez même des chamans qui... Oui. Oui, alors voilà, le milieu du bison attire aussi des gens voilà, du milieu de la spiritualité amérindienne. Et donc on a en France des gens qui ont été... je ne sais plus comment ils s'appellent le terme, mais... qui ont été intronisés et qui sont chamans. D'accord. On a eu quelqu'un qui est venu un jour nous acheter un crâne de bison pour mettre sur son autel d'incantation. Puisque en fait, le bison est un animal emblématique pour les Amérindiens et toute partie du bison était utilisée, et notamment d'un point de vue spiritualité. Donc il y a le crâne aujourd'hui, il y a les cérémonies... il y a une certaine cérémonie qui se fait dans une tente avec des pierres chaudes et donc on met de l'eau sur les pierres pour faire de la vapeur et l'eau doit venir en fait d'une panse de bison. D'accord. C'est des cérémonies de sudation. Et donc il y a ça, et donc certaines personnes qui essayent de recréer le monde amérindien nous contactent pour récupérer des os, pour récupérer la vessie. Les peaux, les crânes. Les crânes, les sabots pour faire de la colle naturelle. Tout peut être utilisé pour le bison. Incroyable, c'est étonnant, n'empêche. Alors ça, pour le coup, je suis sûr que c'est vraiment réservé à l'élevage de bisons. Ah oui, c'est très spécifique. Ou peut-être de chèvres, mais... C'est le côté sacré du bison. Oui, qu'on parlait tout à l'heure, tout à fait. Le bison a un côté très sacré pour de nombreux peuples, et il reste encore sacré, ouais. Bon, c'est devenu quand même l'emblème des États-Unis aussi, donc oui. quelque part pour eux. Mais c'est là toute justement encore une fois l'ambiguïté, le paradoxe de l'Amérique en fait, qui voue un culte à un animal qu'ils ont failli exterminer autant que qu'on ne dissocie pas l'image du bison sans l'image du cow-boy, sans l'image des Indiens, et qu'on prend tout ça mélangé. L'histoire est assez violente dans tous les cas. Question d'ailleurs, voyage. Oui. Si demain vous souhaitez repartir aux États-Unis, justement, vous iriez dans quel coin? Je me posais la question. Moi, j'irais au Montana avec les cow-boys. Ça, c'est parce qu'on parlait de la série Yellowstone. Alors, Kevin Costner, il a un ranch dans le Montana, si tu veux tout savoir. Ah oui. Ah ouais, moi j'adorerais. Le Montana est une destination, moi, je pense d'ailleurs, qui est devenue et... très touristique ces dernières... oui, j'imagine. Grâce à la série aussi. Bon, après, les paysages sont splendides, hein, les Rocheuses. C'est le Canada des Rocheuses aussi que moi j'ai adoré. On y a été et les Rocheuses canadiennes sont juste spectaculaires, c'est magnifique. S'il y a un endroit au monde où j'aimerais vivre, c'est là-bas, moi. Alors, c'est très, très sauvage, là, pour le coup. Oui, hein. c'est très sauvage. Dans les recommandations, notamment quand vous allez à Yellowstone, même à Yellowstone, hein, il est interdit d'avoir de la nourriture au sol. Il faut toujours, même la nuit, pendre sa nourriture en l'air pour à cause des ours. À cause des ours, notamment, ouais. Donc, et toi, du coup, Mathieu, il y aura un état aujourd'hui qui te donnera envie? Ouais, on aimerait repartir. Enfin, tout dans cette zone en fait du milieu des États-Unis, du pays des ranchs et du parc du Yellowstone. Retourner, aller voir les origines un peu du bison ou les sanctuaires des bisons. Et puis pourquoi pas aller tailler la bavette avec Dan O'Brien, puisqu'il est toujours de ce monde. Il a toujours son ranch. D'accord. Et notamment, donc, parce que si tu veux, je vais faire court, mais au niveau de l'industrie du bison, la viande qui est produite aux États-Unis aujourd'hui, tu sais, ils ont cette capacité de gâcher les choses. Oui. Donc toi, dans l'esprit, les bisons, c'est dans des grandes plaines américaines qui mangent de l'herbe. Eux, en fait, le petit bison, en fait, quand il est sevré de sa mère à 8 mois, ils sont récupérés, ils sont mis dans des feedlots, tu sais, qui sont des parcs d'engraissement où ils mangent de l'ensilage et du déchet de l'industrie agroalimentaire, et puis ils sont tués comme ça. Et à 18 mois, c'est-à-dire 2 fois plus jeunes que chez nous, ils font un poids certain qui peut... Mais bon, la viande n'est pas faite, la viande est blanche, elle n'a pas de goût. Et donc, en fait, Dan O'Brien, qui a un amour pour ces animaux, pour l'impact qu'ils ont eu sur les grandes plaines américaines, lui se bat pour... Il a, en fait, toute une société pour la valorisation en direct, comme nous, sur du bison qui est élevé à l'herbe.
et il a poussé le vice pour maîtriser aussi l'abattage et faire un abattage dans les prés, dans les champs. Donc il a un camion abattoir ambulant. Et ils vont, si tu veux, il y a toute une cérémonie, les gars qui abattent, ils tuent l'animal, et avant de le montrer dans l'abattoir, il y a toute une cérémonie avec du sauge, ils brûlent du sauge, et ils font une prière amérindienne pour remercier l'animal d'avoir donné sa vie pour la production de la viande. Est-ce que, c'est une question bête, hein, je vais te poser, en France, ce serait possible ce genre de choses? Parce que la question de l'abattage est... On aimerait que ça soit possible. Compliqué, je sais, dans ton cas... Tout à fait, et ça reste toujours compliqué, et voilà, c'est une problématique qu'il va falloir, sur laquelle il va falloir travailler. Comment on abat un bison en France? Enfin, parce que, ou même aux États-Unis d'ailleurs, parce que c'est un animal, c'est à distance, Voilà, c'est à distance. Voilà, c'est le même principe que abattre un bovin classique, oui, où ça se fait par un tir en pleine tête avec un matador, ça s'appelle. Donc c'est une tige qui rentre dans la tête et qui tue cérébralement l'animal. D'accord. Et donc nous en bison on fait la même chose mais avec une arme à feu, parce qu'on fait un tir à distance dans la même zone, au même endroit, mais c'est un tir à distance puisqu'on peut pas approcher l'animal. Après parce que l'approcher, voilà, c'est beaucoup de stress pour lui, parce qu'il voit, il est jamais il côtoie jamais l'humain, donc il va stresser, et l'idée c'est de éviter le stress. Et t'es formé pour justement il y a une formation justement de tir pour l'abattage. Oui, j'ai suivi mes formations en bien-être animal pour les opérateurs d'abattoir et pour l'abattage d'animaux domestiques. Et donc voilà, ce qui pose aujourd'hui problème, c'est le port d'armes, puisqu'aujourd'hui en France, je n'ai pas le droit d'utiliser et de transporter une arme. Donc c'est considéré comme une arme à feu? Oui, c'est ça. Et il faut que tu aies un permis de port d'armes pour pouvoir exercer ton métier? C'est même plus compliqué que ça, c'est que j'ai le port d'armes, mais j'ai pas le port d'armes, puisque en fait dans le code des usages des armes, au niveau français, il n'y a pas tuer un animal domestique dans un lieu public. Oh là là, il y a un trou juridique. Voilà. Donc, voilà. Bienvenue en France. Mais c'est ce qu'on dit, quoi. Contrairement aux US où ça ne leur pose à eux, pour le coup, aucun problème. Les armes. C'est ce qu'on dit. Hein. Je crois que l'Amérique produit, la Chine copie et la France interdit. Ou alors met des lois. Dernière question pour revenir à la fête, parce qu'on est sur Bocage festif, donc il faut qu'on reste sur une note festive. Est-ce que vous savez un petit peu, est-ce que vous pouvez nous teaser un petit peu les nouveautés, ou est-ce que vous avez des réflexions autour des nouveautés de la fête 2025? On a déjà le chanteur qui va être un homme cette année. Est-ce que tu peux nous donner la date? Oui, le 7 septembre. Le 7 septembre, ouais, on a calé ça parce que le deuxième dimanche de septembre tombait un peu tard cette année. Oui. Donc on a recalé, on était le 8 en 2024, sera le 7 en 2025, histoire de rester à peu près sur les mêmes dates. Une semaine après le Hadratrans Festival. C'est ça. Voilà. Et on est pile, oui. On essaye au maximum de ne pas se coller, de se caler. Mais on y arrive. Autres, quoi. Mais on y arrive, mais oui, parce qu'on travaille tous ensemble et on y arrive. On n'a aucun intérêt, ni les uns ni les autres, à se marcher dessus. Et donc on a un chanteur country qui a une spécificité. Est-ce que tu peux dire son nom? Il s'appelle Bruno le Grizzly. Bruno le Grizzly. Voilà, le Grizzly qui vient au pays des bisons. Et il a une spécificité, ce monsieur, c'est qu'il joue une guitare un peu spécifique qui s'appelle le dobro. Le dobro, bien sûr, voilà. Oui. Alors c'est un instrument qui est même plus... alors tu m'arrêterais, Uriel, je le regarde parce que c'est lui. C'est un instrument qui est beaucoup utilisé dans la Louisiane et la musique du Bayou aussi. Et donc il paraît que ce serait un des rares à jouer de ça en France. Sur la country. Sur la country. Ah, sur la country, oui, parce que le dobro, c'est quand même... on en voit quand même. Mais donc voilà, il va venir. Ok. Donc on a ça, et puis on est en train d'essayer de travailler sur justement faire plus de petites scénettes cow-boy, peut-être avoir des gens un peu plus... La reconstitution avec un ancien village de pionniers américains, avec des gens en habits. Carrément. Ouais. Alors on aimerait, donc on va voir comment... voilà. Donc on est en train de travailler c'est un dessus. teasing. C'est bien. Ouais, c'est une pour super plonger idée. encore plus les gens dans un autre monde à ce moment-là, quoi. Ouais. Ah oui, non, mais oui, ce serait génial. Voilà. Mais vous tendez de plus en plus vers la reconstitution. De toute façon, c'est petit à petit.
Très bien. Et bien donc rendez-vous le dimanche 7 septembre, voilà, pour découvrir tout ça. Mais n'attendez pas le dimanche 7 septembre, venez les voir donc directement alors, sur le ranch, l'élevage, voilà, pour ne serait-ce que découvrir l'animal, le déguster, parce que c'est quand même une viande qui est exceptionnelle, qui est très très bonne. Sur le site internet, je le précise aussi, vous pouvez retrouver des recettes de bison. Moi, l'autre jour, j'ai pu en découvrir pas mal. C'est vrai que c'est bien ce que vous faites. Du coup. C'est une viande, non, mais c'est une viande qu'on ne sait pas toujours comment on va la cuisiner. C'est une bonne idée. Voilà. C'est une bonne idée. Vous faites aussi de la vente enfin, il y a la vente sur place. Et vous faites de la vente sur les marchés? On fait alors sur des marchés, mais c'est des marchés voilà, de foire gastronomique, et on se déplace hors du Bourbonnais pour les proposer notre viande et aller au contact voilà, des futurs clients. Et après, on a surtout une grosse activité de vente par correspondance. Par correspondance. Via notre site internet, les gens nous achètent voilà, beaucoup Tu peux donner le site du coup? C'est www.bison au pluriel-auvergne.fr. Très bien. On peut vous retrouver aussi, j'en profite, je fais un peu de pub pour au festival Crapahut, j'espère l'année prochaine. En tout cas, vous étiez là cette année. On espère vous revoir puisque vous faites des super burgers de bison. Merci à vous deux. Je rappelle la formule habituelle. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Bocage Festive sur les plateformes d'écoute, sur notre chaîne YouTube CCBB, sur le site internet de Radio Quicangrogne, que je remercie de nouveau, donc sans quoi donc notre podcast ne pourrait pas exister. Donc on vous donnera rendez-vous pour un prochain épisode avec de nouveaux invités qui sera sans doute autour du festival Crapahut, ou sinon autour d'une association pareil d'hyperactifs qui est à Bourbon, qui s'appelle le NABAB. Retrouvez donc toute l'actualité des événements, dont la fête des bisons de Bocage Festive de la saison 2025 sur notre site. Merci à nos invités, merci à Radio Quicangrogne. On va finir par un morceau que j'ai. Alors, je me suis permis de choisir le dernier. C'est un morceau, justement, alors, c'est pas du dobro, c'est du. Alors, on va partir plus sur du banjo un peu rock. C'est un groupe qui s'appelle The Deaf South. Et le titre, c'est In Hell, I'll Be in Good Company.
knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop, shirt, hang me on a tree. After I count down 3 rounds, in hell I'll be in good company. In hell I'll be in good company. In hell I'll be in good company. Avec RQQG, vous avez le champ libre.